Bienvenue à tous, à ceux qui nous rejoignent, du public nombreux. Nous sommes en cette deuxième journée du Forum international de la cybersécurité. Notre deuxième intervenant, c'est notre partenaire Mandiant, avec ici messieurs Garnier et Leclerc qui vont tout simplement vous faire une démonstration d'un scénario d'attaque. Je leur laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc aujourd'hui, oui, comme nous l'a dit notre très cher hôte, on va vous présenter un scénario d'attaque. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Donc Mandiant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un des leaders sur la partie réponse à incidents et Cyber Threat Intelligence. Donc aujourd'hui, Mandiant fait à peu près 1200 engagements par an sur la partie réponse sur incident, avec un peu plus de 200 000 heures, ce qui représente un peu plus de 200 000 heures. On a également une très forte empreinte sur la partie CTI à travers le monde, avec une présence de chercheurs en Threat Intel dans plus de 30 pays, parlant plus de 24 langues. On publie à peu près 30 000 rapports de CTI, de Finish Intel par an. Et la dernière grosse activité chez nous, qui va venir alimenter cette CTI globale, c'est la partie Red Team, avec plus de 15 ans d'expérience et plus de 400 exercices de Red Team par an. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, et le scénario d'attaque aujourd'hui va concerner un sujet d'actualité. Évidemment, c'est un scénario d'un groupe d'attaquants russes. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma de la structure gouvernementale russe en termes de cyber-renseignement. Donc vous allez retrouver sous la partie Fédération de la Russie les trois entités connues, en tout cas du cyber-renseignement russe, à savoir le FSB, le SVR et le GRU. Je ne vous ai pas mis tous les groupes d'attaquants conçus aujourd'hui à travers ces différentes entités, mais en tout cas aujourd'hui on va venir s'intéresser à APT28, donc qui est affilié, en tout cas que l'on a considéré comme affilié au GRU, donc la partie cyber-renseignement du ministère de la Défense, donc de l'armée russe. Petite question pour vous, est-ce que vous savez quelle entité française en 2015 a été attaquée par ce groupe d'attaquants APT28? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Ou si vous avez peut-être entendu parler, il y a un peu de temps maintenant, c'était TV5 Monde qui avait été piraté à l'époque par ce groupe-là et qui avait complètement disrupté la chaîne de télévision. À part TV5 Monde, APT28 est également connu sur la partie cyberespionnage, sur la partie campagne électorale US pendant les élections américaines avec Hillary Clinton et Donald Trump. Et plus récemment, on les voit beaucoup en ce moment sur la partie ukrainienne, la triste actualité qui, malheureusement, ce groupe d'attaquants, avec l'allégeance des différents groupes d'attaquants russes, perturbe énormément tout ce qui est système étatique et power grid ou ce genre d'entité vitale pour le pays. Au niveau des TTP, voilà ce qu'on va jouer aujourd'hui au niveau de l'infrastructure que je vais vous montrer juste après. Le but du jeu étant de rejouer un petit peu ces TTP dans une infra un petit peu standard d'une entreprise, avec toute la chaîne d'attaque que vous voyez ici, en passant par le vecteur initial d'attaque. Ici, ça va être la partie mail, et la partie drive-by compromise, donc je vais en parler après, en allant jusqu'à l'exfiltration de données pour venir récupérer, parce que là, aujourd'hui, c'était essentiellement du cyberespionnage, donc venir récupérer, collecter de la data, la stager et l'exfiltrer. Comment ça marche? Donc ici, on va avoir l'infrastructure dont j'expliquais tout à l'heure, avec les différentes technologies de sécurité que l'on a mis en place dans notre lab. Donc ici, c'est totalement agnostique, on va dire, dans le sens où on va retrouver pas mal d'équipements différents, du Squid, du Snort, avec des solutions open source, et d'autres un peu plus avancés comme FireEye ou Microsoft Defender. Le but du jeu étant de déployer des acteurs, ce qu'on va appeler des acteurs, donc c'est des espèces de sondes au niveau du réseau pour venir après définir un attaquant
et une victime, et in fine, lancer notre scénario d'attaque qui va venir tester l'entièreté de la chaîne de sécurité et remonter les informations dans notre outil pour nous dire à quel endroit les attaques sont passées, qu'est-ce qui a détecté quoi, est-ce qu'il y a eu un manque, est-ce qu'il y a eu juste une détection, juste un blocage ou carrément zéro événement qui est remonté. Donc l'intérêt, c'est vraiment de mesurer sa posture de sécurité en testant les TTP d'un groupe d'attaquants connus. Je vais passer maintenant à la démonstration dans l'outil. Tac. Donc si on reprend au niveau de la cartographie que je présentais tout à l'heure, donc on va avoir ici notre environnement où on va retrouver les différents éléments de technologie que je présentais tout à l'heure. On va également avoir ici les différentes zones. Donc ici Internet à droite et à gauche les différentes zones internes. Donc je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais on va avoir la partie desktop, la partie DMZ. Ouais. Ah ouais, comme ça. La partie internal server, la partie desktop, DMZ et une autre partie desktop. Ensuite, au niveau de l'outil, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une librairie en fait, d'actions, donc les actions qui correspondent à des attaques atomiques qui peuvent aller d'une élévation de privilèges. Donc ici, par exemple, c'est un adfinder.exe pour faire du computer query. Et voilà. Et donc, on a à peu près 5000 actions, 5000 tests unitaires qu'on est capable de jouer dans l'outil pour venir tester l'entièreté de la chaîne, la stack sécurité que l'on a aujourd'hui intégrée dans l'outil. Si on fait un petit focus sur la partie APT28, on a la capacité également d'embarquer au travers de la CTI tous les groupes d'attaquants qu'aujourd'hui Mandiant on suit. Et notamment, on a donc une évaluation complète d'APT28. Et on va retrouver ici toute la description du groupe d'attaquants. Quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, par quels moyens ils entrent sur le réseau. Et on va retrouver à travers toute la chaîne d'attaque les différentes actions associées à ce groupe d'attaquants. Donc la partie Initial Access, avec, comme je disais en début, deux types de compromission initiale, soit par spear phishing, soit par drive-by compromise. Donc j'y reviendrai après. Toute la partie malicious file transfer associée avec du C2, la partie mouvement latéral, collection de données et in fine exfiltration de données avec la partie aussi defense evasion pour masquer les traces à l'intérieur du système. Donc une fois qu'on a sélectionné notre évaluation, on va pouvoir la lancer. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retourne alors sur la cartographie qu'on avait au début et on va pouvoir assigner les différents acteurs présents dans mes différentes zones pour justement savoir quelles sont les actions que je vais jouer et quels sont les chemins que l'attaque va pouvoir emprunter. Donc ça va être très intéressant à tester. Pour la deuxième partie, on fait exactement la même chose. Et une fois qu'on a sélectionné tous nos acteurs pour tester notre chaîne d'attaque, on va pouvoir lancer ici l'évaluation globale qui va venir tester l'entièreté des actions. Évidemment, pour éviter l'effet démo, on a déjà lancé l'évaluation qui a déjà été jouée. Et donc, du coup, je vous représente ici les résultats finaux. Donc, on va retrouver ici le job avec toute notre stack sécurité qui a été détectée ou en tout cas testée. Donc, on va retrouver les équipements FireEye, Sophos, Microsoft Defender. Et ici, on va avoir également les résultats en fonction de différentes métriques que l'on va afficher. Si l'action est passée, si elle a été bloquée, si on a eu une erreur dans le lancement de l'action, et ensuite au niveau de l'étape des attaques en fonction de la reconnaissance, du command and control, de l'exécution, du delivery du payload, etc. Ensuite, si on va un peu plus loin dans le détail, on va retrouver nos différents groupements d'actions, avec en premier ici la partie Initial Access. Donc, comme je disais tout à l'heure, le premier point, ça va être le spear phishing. Donc, APT28 était très connu pour faire des campagnes de spear phishing. Donc, si j'en prends un, par exemple, au hasard, si je prends celui-ci, on va retrouver ici la description de l'action avec la tentative de spear phishing, donc Janes 360, qui est un site connu de CTI, en fait, assez open source. Et
et donc APT28 avait émulé du spear phishing pour émuler James 360 en envoyant un mail de façon globale avec les prochains événements de ce site-là dans un fichier XLS. Donc là, on va rejouer ce mail-là et on voit ici très bien en fait, que les équipements de sécurité ont bien détecté et bloqué, en tout cas les passerelles mail, la tentative de spear phishing. A contrario, ici, on va avoir sur la partie, donc ça c'était la partie spear phishing avec malicious attachment, sur la partie lien malicieux, des détections un peu plus parcellaires, notamment sur, si on prend un exemple un peu parlant sur la partie campagne électorale américaine, de la même manière, on va lancer un lien malicieux et ici on voit que l'événement est bien bloqué par notre solution, même si ici, elle n'est pas remontée. Deuxième tentative d'accès initial. Donc là, on n'est plus sur du spear phishing avec la tentative de compromission par campagne de mailing. Ici, on est sur de la compromission via site web légitime, où là, en fait, l'idée, c'était ces 3 actions ici. De compromission de site web légitime. Et à la base, c'était pour compromettre un site gouvernemental pour venir récupérer les informations des personnes qui venaient visiter le site web et venir déposer un exploit kit. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va rejouer en fait des PCAP. Donc à chaque action, on va rejouer un PCAP. La première action ici, concerne en fait l'incorporation dans le site web légitime d'une balise iframe qu'on va retrouver ici dans le PCAP que l'on rejoue. Donc on va retrouver ici la balise avec une petite phrase qui indique notre utilisateur a upgradé son browser. Et si on regarde un peu plus bas dans l'iframe, on va retrouver un JavaScript qui va venir en fait détourner l'utilisateur sur le site web malicieux de l'attaquant. Deuxième partie de l'attaque, la partie landing page, où là, l'attaquant est arrivé sur la page web de l'attaquant. Et à ce moment-là, on va rejouer un autre PCAP qui va, lui, à ce moment-là, venir faire du profilage sur l'utilisateur afin de pouvoir récupérer de l'information et de pouvoir rejouer en fait le malware qui va bien sur l'utilisateur. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire... On va retrouver un JavaScript ici dans le PCAP qui va venir exécuter du code pour venir récupérer des informations système et énumérer tous les utilisateurs afin de sélectionner les bons profils pour jouer le malware. Et enfin, la dernière étape de cette compromission, c'est le landing page response, où là, on rejoue un 3e PCAP où l'utilisateur a bien été compromis et renvoie les informations système de toute sa machine à l'attaquant. Et donc, ici, on va avoir la capacité, du coup, de rentrer dans l'étape suivante, à savoir compromission via un exploit kit de la machine. Donc là, on voit bien ici que la machine renvoie toutes les informations sur le browser, sur l'OS, etc., etc. Tac, si je reviens là, donc on voit ici que le comportement de notre stack sécu a bien détecté et a bien bloqué au niveau des événements toutes les étapes de l'attaque, mais on passe quand même à l'étape suivante pour tester si sur la partie transfert de fichiers malicieux, l'attaquant, enfin la stack sécu pardon, est résiliente. Ici, si on suit le cheminement de la compromission du site web, l'action d'après, c'était le déploiement de l'exploit kit, puisque on a redirigé l'utilisateur, on a profilé l'utilisateur, on sait que mon exploit kit fonctionne sur du Windows 7, du Windows 7 X32, X64, et on récupère les informations, et à ce moment-là, quand l'utilisateur a le bon profil, on déploie l'exploit kit. L'exploit kit ici, donc, cette kit, lié avec le setup loader qui est ici et qui va ensuite permettre de télécharger un des trojans qui sont listés ici pour pouvoir compromettre complètement la machine.
Donc ici, on voit encore une fois que sur la partie réseau, donc transfert de fichiers malicieux, là, on fait simplement un get sur la machine pour récupérer la charge utile. Et on voit ici que le comportement de ma stack sécu est encore bonne, puisque tout est bloqué avec des événements associés. On continue ensuite sur l'étape d'après au niveau de l'attaque. On va ici avoir la partie persistance, mouvement latéral. Donc là, on part du principe que la machine ExploitKit a bien été implémentée sur la machine et qu'elle est compromise. Donc là, on rentre directement sur du host CLI, donc des lignes de commande directement sur la machine, puisque l'attaquant a accès à la machine. Et ici, on va avoir différents types d'attaques, d'étapes d'attaque en tout cas. Ici, on retrouve un process discovery, donc un simple task list /v qui va venir lister en fait toutes les tâches qui sont en cours sur la machine. Ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est de savoir quelles sont les différentes tâches qui sont exécutées sur la machine. Par contre, ce n'est pas forcément malicieux, puisque n'importe qui peut le faire. Donc, ce n'est pas anodin, enfin, ce n'est pas anormal en tout cas, de voir qu'aucun équipement n'a détecté l'événement. Par contre, ça peut être embarqué dans un ensemble d'attaques, comme on le voit ici, et ça peut être utilisé en tout cas par l'attaquant pour récupérer de l'information très utile sur l'environnement sur lequel il est. Ici, on va avoir deux autres types de reconnaissance. La partie Office Application Startup with Reg, où on va retrouver un autre type de commande qui, elle, permet en fait de charger une DLL à chaque fois qu'une application Office est lancée. Donc là, de la même manière, on retrouve la commande qui est lancée sur la machine. On voit ici que la commande est lancée de façon normale et qu'il n'y a aucun blocage et qu'il n'y a aucun équipement de sécurité qui n'a détecté l'action. Et le dernier point, ça va être le logon script, où là, l'idée, elle est simple. C'est de pouvoir lancer un script à chaque fois qu'un utilisateur se log sur la machine Windows, l'utilisateur se log et un script est lancé. Donc c'est très utilisé, ça peut être très utilisé par les admins pour lancer des tâches de façon récurrente à chaque fois qu'un utilisateur se log. Par contre, ça peut être aussi utilisé pour les attaquants pour lancer des scripts malicieux. Et notamment ici, on va venir créer une clé de registre et l'incorporer dans la partie environment. Donc on voit bien que ici l'action a été faite avec succès. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un événement qui est remonté par le DR en place sur la machine. Donc là, on a bien un message d'alerte qui nous dit qu'il y a un process event sur une clé de registre, sur l'ajout d'une clé de registre dans la machine. Donc là, première indication qu'il y a une tentative de compromission directement sur la machine. Si on avance un petit peu avant de passer au pass the hash, ici, ce qui est intéressant de montrer, c'est la partie data collection. Donc là, c'est vraiment ce pourquoi l'attaquant est là, venir récupérer de la data et faire des actions sur la machine, notamment au travers de Mimikatz, qui ne sert pas qu'à récupérer des dumps, mais ici, l'idée, c'est que l'attaquant va utiliser la fonction Secure LSA pour venir dumper s'il y en a des passwords en clair et les HNTLM pour ensuite pouvoir justement faire du pass the hash avec l'outil adéquat. Donc ici, on voit bien que globalement, sur la partie Mimikatz, les outils de sécu répondent plutôt bien. Et de la même manière, sur la partie pass the hash, on va rejouer un PCAP en fait. Et si je reviens sur mon PCAP, ici on va retrouver le challenge NTLM qui est joué sur la machine et avec l'utilisateur ici qui est utilisé pour rejouer les hashes. Voilà. Donc ça j'ai fait. On voit également qu'on a la capacité de tester aussi sur la machine, de faire de la capture d'écran. Donc via du .NET ou du C, on va venir tester si on est capable de faire de la capture d'écran sur la machine, de récupérer ici tous les emails en fait de l'utilisateur directement sur la machine dans le storage. Et la partie USB, comme c'est une VM, on n'a pas pu jouer la partie USB. Et en dernier, on va avoir aussi la partie User Account Enumeration. Donc là, c'est du CLI tout simple,
où on va faire du getName et on va récupérer en fait tous les utilisateurs de la machine. Donc là, de la même manière que la partie task list, pas forcément une action malicieuse, mais ça peut être englobé dans une attaque beaucoup plus globale avec des TTP beaucoup plus avancés. Ensuite, quand on avance un petit peu dans l'étape de la chaîne d'attaque, donc l'attaquant ici a stagé l'information. Maintenant, il va avoir envie d'effacer ses traces. Et là, on va avoir plusieurs techniques qui vont être utilisées par APT28, notamment la partie nettoyage des event logs Windows, où là, l'attaquant, il va tenter de faire un WebT utile, CL application. Là, ici, l'action est bien bloquée et on va retrouver notre événement sur la partie Microsoft Defender. Comme quoi, il a bien détecté qu'il y avait une tentative de suppression des Windows Event Log. Et aussi, très important, l'attaquant va utiliser l'outil certutile pour venir à la fois obfusquer, ici on voit la ligne de commande qui est utilisée, pour à la fois obfusquer des données clients, donc potentiellement de l'information que l'attaquant a envie d'exfiltrer, et pour aussi masquer ses traces. Donc ici, on voit qu'il va venir obfusquer ses traces et ensuite supprimer ses traces. Donc ça, on voit bien que cette action-là, elle est complètement passée au travers et pourtant, elle est très, très malicieuse. De la même manière, on va avoir la technique du timestamp. Donc là, l'idée, elle est relativement simple, c'est venir changer en fait toute la last modified, quand est-ce que le fichier a été créé, etc., au niveau des fichiers de l'attaquant pour venir en fait brouiller les pistes et masquer ses traces. Donc ça, ce n'est pas forcément également malicieux, mais c'est un bon indicateur qu'il y a peut-être quelque chose de suspect qui se passe sur la machine. Et enfin, dans la chaîne d'attaque, et j'y reviendrai après sur le dernier point, mais dans la chaîne d'attaque, une fois que l'attaquant a fait tout ça, le plus facile, l'exfiltration de données. Et là, il y a plein de méthodes qui sont utilisées. Dans notre cas, on a utilisé du tunnel HTTPS. Donc là, on fait de l'upload tout simple via un tunnel HTTPS. De la même manière, on va rejouer un PCAP. Bon, là, ça n'a pas d'intérêt que je vous le montre puisque tout est chiffré. Donc, on va strictement rien voir. Mais en tout cas, on voit bien que sur l'exfiltration de données, quand on n'a pas les bons outils en place, on voit rien. Et la dernière chose que je n'ai pas montrée, qui est en fin de page, mais qui n'est pas forcément la dernière étape, c'est la communication avec les commandants de contrôle, donc qui vient en fait au niveau des étapes d'attaque juste après le malicious file transfer, et qui représente les tentatives de communication. Donc après, ça dépend. Il y a plein de C2 qui existent. Ici, on en a pris quelques-uns, mais en tout cas, ça représente toutes les communications C2 qui étaient rattachées aux différentes campagnes d'APT28. Et donc, à chaque fois que le fichier était transféré sur la machine, ça tentait de contacter le C2 pour venir récupérer justement la charge utile. Vous voulez intervenir? Ouais, c'était encore 5 minutes et après on passe aux questions. OK. Du coup, ici, l'intérêt global de la solution, c'est bien de montrer en fait quelle peut être ma posture de sécurité au travers de tests comme celui-ci, d'évaluation globale sur un groupe d'attaquants qui pourrait me cibler moi. Et ça permet notamment de mettre en évidence pas seulement que mes outils de sécurité sont peut-être complètement obsolètes, mais peut-être qu'il y a des problèmes de configuration, qu'il y a des problèmes de segmentation et peut-être des problèmes aussi de vie de l'outil au niveau des change management. Et ça, c'est très important. Peut-être que mon firewall, d'un jour à l'autre, il ne va plus servir à rien parce qu'au niveau du change management, je vais avoir une règle qui passe du coup plein de choses au travers. Donc voilà, l'intérêt est là. Et si je reviens, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon? Merci Vincent. Et donc, si je reviens sur ma présentation, on va avoir la capacité, en gros, de montrer différentes métriques en fonction de tout ce que j'ai joué. Donc ici, on a pris sur APT28, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Et en gros, sur la partie étape chain de vie d'une attaque, ça me permet d'avoir ce type de graphique qui va me montrer vraiment quel est mon niveau de posture. Ici, on a mis par exemple sur la répartition de réussite au niveau du statut de la validation,
avec un minimal fixé à 80% de réussite. Si je n'ai pas 80% de réussite, à ce moment-là, je suis en rouge. Et on voit que mon niveau de posture, il est quand même relativement faible par rapport à APT28, même si sur toute la partie périmétrique, comme on l'a vu, toute la partie early stage, je suis plutôt bien protégé parce que mes outils de sécurité réseau et passerelle mail ont fait le job. Autre type de métrique, la capacité de montrer en fonction du MitraTaC Framework, donc le fameux MitraTaC. Là, en fonction de toutes les étapes et toutes les tactiques, pardon, je vais avoir mon niveau de posture. Et enfin, si vous vous souvenez du début de la présentation, vous pouvez venir nous voir sur nos stands. Et si vous savez à quelle entité étatique de cyberrenseignement APT28 est rattachée, vous aurez droit à une belle casquette alpine. Une belle casquette alpine, voilà. Vu qu'on est sponsor aujourd'hui d'Alpine, vous aurez droit à un petit cadeau si jamais vous arrivez à nous dire qui est derrière APT28. J'allais donner la réponse. Donc voilà, avez-vous des questions? Pour terminer, voilà, nous allons passer aux questions-réponses. Je vais prendre un micro pour pouvoir vous le confier. Si vous avez une question, levez la main et je viens vous trouver. Merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, là, on peut simuler des APT déjà existants qu'on connaît. Est-ce que vous simulez aussi des attaques plus créatives, peut-être plus sophistiquées et qui pourraient passer tous les tests que vous faites? En gros, est-ce qu'il peut y avoir des ransomware qui ne sont pas connus et que vous testez à l'avance, avant qu'ils fassent des dégâts? Alors, s'ils ne sont pas connus, en tout cas, s'ils ne sont pas connus de nous, ça va être difficile de les implanter dans l'outil. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est si vous avez des payloads ou si vous forgez votre propre ransomware, ça, c'est possible de l'implanter dans l'outil, en fait, de créer vos propres PCAP, de créer vos propres fichiers malicieux, vos propres lignes de commande et de tester vous-même, en fait, avec vos propres scénarios d'attaque que vous aurez forgés dans l'outil, en fait. Donc, ce n'est pas uniquement avec nos actions à nous qu'on a récupéré de notre CTI. Vous pouvez totalement utiliser la solution pour vos propres besoins avec vos propres scénarios d'attaque, en fait. Donc ça, c'est totalement possible. Nous avons une autre question, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut automatiser ces scénarios d'attaque pour justement faire des tests de non-régression de manière automatisée? Dans le sens récurrent? Périodiquement, on joue toujours la même attaque et on vérifie qu'on a les mêmes types de résultats ou mieux. Oui, tout à fait. En fait, l'outil le permet. Je ne l'ai pas montré là, bien sûr, parce que ce n'était pas forcément le sujet. Mais on a la capacité de créer ce qu'on appelle des monitors où, entre un ou plusieurs acteurs, par exemple, on pourrait très bien sur APT28 définir que je le rejoue toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres et valider ensuite, et de la même manière que j'ai montré les petits dashboards là, de valider que ma posture de sécurité augmente bien avec le temps et surtout encore mieux qu'elle ne redescend pas sur un événement spécifique parce que j'ai eu encore une fois un change management dans mon organisation qui a fait que mon IPS il passe complètement au travers de toutes les attaques réseau. Donc ça, c'est possible. Tout à fait. Il reste le temps pour une dernière question. Tenez. Est-ce que l'outil intègre... Parlez bien proche du micro, que l'on vous entend. Est-ce que l'outil intègre une solution qui permet de faciliter la cartographie du SI? Alors, dans le sens... La collecte des configurations pour derrière pouvoir dérouler ce genre d'attaque. Avec la collecte des configurations qui permettent de dérouler ce genre d'attaque. Alors, l'outil, il n'est pas prévu pour justement faire de la découverte de réseau. Tout ce qu'il va faire, c'est savoir quels sont les équipements de sécurité qu'il y a entre lui et le directeur. Donc ça, on va avoir la capacité de le remonter. Par contre, clairement, il ne fait pas de type de Nmap ou ce genre de choses pour justement faire de la cartographie réseau. La cartographie que j'ai montrée, c'est une cartographie dynamique qui a été construite à partir des intégrations qu'on a fait au niveau de la stack sécu qu'on avait envie de tester.
Mais voilà, l'outil, il n'est pas fait pour ça. Il est vraiment fait pour rejouer des scénarios d'attaque. Maintenant, la cartographie se fait de façon dynamique et en tout cas vraiment axée sur un spectre sécu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Eh bien, il semblerait que si. Bravo et merci pour votre présentation, messieurs. Nous pouvons vous retrouver sur votre stand. Pouvez-vous nous en rappeler le numéro? G26. Stand G26. Vous retrouverez également notre partenaire Mendiant demain à 10h pour le dernier jour de ce FIC, ici même sur la salle et le laboratoire du Hacking Lab. Bonne journée, bon forum à tous.